de réussir au niveau de la société? D'abord par rapport à ses parents. Parce qu'on doit... Première chose que je voudrais vous dire, si vous voulez être entrepreneur, la condition numéro 1 pour réussir, c'est qu'il faut rêver. N'hésitez pas à rêver. Et c'est en rêvant et en imaginant des choses, surtout avant de dormir, parce que souvent les rêves sont différents avant de dormir que le matin. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut y arriver. Et c'est en rêvant qu'on peut trouver des idées et qu'on peut faire en sorte à ce que ces idées peuvent être transformées au niveau opérationnel. Alors maintenant, c'est facile de dire il faut rêver. Mais en même temps, ce n'est pas facile d'opérationnaliser le rêve sur la réalité, de manière concrète. Vous êtes tous ici dans cette salle ce soir parce que vous avez eu un rêve. Vous avez un rêve. Et vous avez transformé ce rêve en un concept, en une idée. Et cette idée, vous voulez la transformer en un projet. Et ce projet, vous voulez le transformer en une entreprise. Et vous voulez créer votre start-up. La plupart d'entre vous, j'imagine, sont dans le monde de l'informatique, des ingénieurs, mais aussi des jeunes gestionnaires. Et vous êtes tous issus, de l'université. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes très bons, vous êtes les meilleurs. Parce que imaginez les étapes par lesquelles vous êtes passés dans votre vie entre le moment où vous êtes né et aujourd'hui. Vous êtes né, vous êtes allé à la crèche, ensuite à l'école primaire, vous avez réussi, vous avez eu votre premier diplôme à 10-11 ans, c'était le certificat d'études, vous l'avez réussi. Et c'est une chance, parce que pas tout le monde arrive au certificat d'études. Ensuite, vous avez eu votre brevet, et vous avez réussi. Et ensuite, vous avez eu votre bac, vous avez eu le bac. C'est extraordinaire, pas tout le monde a eu le bac. Et ensuite, vous êtes allé à l'université. Vous avez eu votre bachelor. Et parmi vous, des gens qui ont eu leur master, et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui vont pousser à un cycle doctoral. Est-ce que vous imaginez le nombre de sélections par lesquelles vous êtes passé pendant ces 25-30 dernières années de votre vie? Et à chaque fois que vous êtes passé par ces différentes barrières, ça veut dire que clairement, vous avez été meilleur que d'autres. Donc vous êtes bon. Vous avez été sélectionné par le process de la vie. Maintenant, vous allez rentrer dans une nouvelle étape dans votre vie, qui est l'étape de devenir entrepreneur. Alors, il y a quand même des conditions. Parmi les conditions, pour réussir, c'est qu'il faut avoir une vision. Et la vision, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ru'ya al-mustaqbaliya. Ru'ya al-mustaqbaliya, elle est simple. Je suis là, je m'appelle Amin ou Leila ou Hamid, voilà ce que je suis. Et voilà ce que je vais être dans 20 ans. Voilà ce que je veux devenir en 2032, Inch'Allah, la Allah. Et c'est à partir de ce moment, en écrivant sur un bout de papier ce que vous voulez devenir, que vous allez refaire ce bout de papier pendant 10-15 fois. Parce que c'est toujours plus facile de le dire ou de le penser que de l'écrire sur un bout de papier. Et c'est en se fixant cette vision de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir, que vous pouvez réussir en tant que visionnaire. Et croyez-moi, ça marche. La deuxième condition pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut être leader. Riyada. 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 Être leader, ra'id. C'est trois choses. C'est d'abord de pouvoir faire passer cette vision
à ses équipes, les gens qui vont travailler pour vous. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir recruter des gens. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous allez avoir une équipe qui va travailler pour vous. Donc, il faut leur faire passer la vision. Il faut partager avec eux la vision. To envision the others. Leur donner cette vision. La deuxième chose pour pouvoir réussir en tant que leader, c'est les aider à réussir, à leur donner les outils pour les réussir. To enable them. Et la troisième chose pour qu'on soit un bon leader, c'est que vous devez les motiver et les inspirer. To energize them. Envision them, enable them, and energize them. The 3 E's concept, les 3 E. Et donc, quand on a une vision et quand on a le leadership, c'est les 2 socles fondamentaux pour pouvoir réussir d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue opérationnel. Il y a d'autres conditions. Parmi les autres conditions, c'est qu'il faut un peu de témérité et de courage. La sécurité est quelque chose d'important et qu'il est préférable d'avoir un emploi stable, préférablement dans le public, dans l'administration, même si on gagne moins. Le privé, pas sûr, pas de sécurité d'emploi, même si ça paye plus, et puis les patrons sont des méchants. Parce qu'on se rend compte à la fin qu'ils n'ont pas payé la sécurité sociale, qu'on nous a pressés comme des citrons, qu'on nous a utilisés, qu'on nous a jetés. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, quand on a été salarié, c'est vrai qu'on gagne un salaire par rapport à un travail qu'on fait et qu'il n'y a pas de free lunch. Et en contrepartie de chaque travail, il y a une rémunération. Et en fait, on oublie, surtout quand on est jeune, qu'en tant que salarié, on gagne aussi en expérience. Et cette expérience, elle est très importante. C'est une expérience où on apprend à travailler avec les autres, à comprendre ce que c'est qu'un environnement de travail, les relations avec les collègues, c'est complexe. C'est un contexte où on apprend aussi à gérer des projets. C'est un contexte aussi où on apprend à prendre des décisions. Parce que souvent on est devant des arbitrages et on doit trancher, on doit décider si on doit prendre une décision qui nous emmène dans cette direction, une décision qui nous emmène dans une autre direction. C'est un environnement où on apprend à communiquer. C'est un environnement aussi où on apprend techniquement à faire des choses. Au niveau informatique, au niveau technique, au niveau formation selon le métier et le département dans lequel on est. Et donc souvent, on a tendance à minimiser cette valeur ajoutée qu'on gagne de cette expérience professionnelle en tant que salarié. Elle est importante. Il est important de travailler pendant quelques années avant de devenir entrepreneur. On a plus de chances de réussir. Mais, une fois qu'on a gagné cette petite expérience, il faut devenir entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, l'éthique et les valeurs. Alors on m'a demandé de ne pas être très long, mais moi je suis un grand bavard. Et comme je suis venu de Casa, et je repars sur Casa tout de suite, parce que je dois partir loin, pour des raisons d'entrepreneuriat, je vais quand même profiter de l'occasion pour vous faire décaler de quelques minutes, à moins que vous fassiez grève et que vous voulez que j'arrête. Mais je m'arrêterai quand vous mettez les pancartes stop. Je voudrais vous parler de mon expérience personnelle. Et je vais prendre quelques minutes, si ça ne dérange pas, pour qu'on puisse en parler à bâton rompu. Moi, je suis né en 1970 et j'ai étudié à l'école primaire dans une école de sœurs à Rabat.
C'était une école où les valeurs étaient des valeurs très importantes et très religieuses. Où notre éducation était basée sur les valeurs religieuses. Et ensuite, je suis allé dans un lycée marocain, à Rabat, qui s'appelle le lycée Dar Salam, du système public de l'éducation nationale. J'ai ensuite eu mon baccalauréat et j'avais la possibilité de partir faire des études de droit parce que mon père est avocat. J'ai passé un concours qui était celui de la médecine à Rabat et j'ai passé un concours qui était celui de l'ISCAE à Casablanca. Et j'avais mon inscription à la faculté de droit en France. J'ai décidé de faire l'ISCAE parce que j'ai eu la chance à l'époque de réussir un concours où il y avait pratiquement 9000 camarades qui passaient ce concours. Et j'étais en liste d'attente et donc j'espérais pouvoir passer sur la liste des 180 admis de l'ISCAE et c'était en 1988. L'ISCAE pour moi était une expérience formidable parce que d'abord c'était un très beau campus universitaire et puis c'est une école publique marocaine du système d'éducation nationale et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le système de l'ISCAE à l'époque c'était un système où on faisait des études pendant 4 ans. Et la 4e année était une année où on devait faire un stage en entreprise entre le mois de janvier et de février. Et à l'époque, je pense que Ramadan était septembre-octobre. Ou de la décembre, je ne m'en rappelle pas très bien, mais... J'ai réussi mon cursus, et quand j'ai réussi en 3e année, je n'avais pas de partiel en septembre. Donc j'avais le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, qui était vide. On devait reprendre en novembre nos cours. Et je devais repartir en entreprise en janvier, février, ensuite les vacances de mars. Et pour revenir faire 2 mois d'études en avril-mai pour avoir mon diplôme. Et je me suis dit, je ne vais quand même pas perdre 1 an pour 4 mois de cours. Je vais aller travailler à mi-temps. À l'époque, il y avait une société de supermarché qui s'installait au Maroc qui s'appelait Macro et qui était en train de recruter à bras-le-corps pour pouvoir ouvrir leur magasin de Casablanca de Bouscourt. Et c'était à côté de l'ISCAE. Donc je me suis inscrit pour passer des entretiens. Et j'ai réussi mes entretiens jusqu'à ce que je sois arrivé chez le directeur général, dans son bureau. Et qui m'a dit, vous êtes recruté. Et j'ai dit au directeur général, il y a juste un petit souci, c'est que je ne suis pas encore diplômé. Il s'est fâché. Et il m'a dit, comment osez-vous faire cela et passer tous les entretiens, arriver dans mon bureau et me dire que vous n'êtes pas encore diplômé. Je lui ai dit, tout simplement, parce que je n'ai que 4 mois de cours l'année prochaine et j'ai 8 mois pratiquement de travail à plein temps. Et pendant ces 4 mois, j'aimerais travailler à mi-temps. Et vous allez gagner la possibilité d'avoir un candidat, un collaborateur qui a un potentiel de croissance et qui va créer de la valeur ajoutée pour vous. J'ai été recalé. Il m'a viré. Je suis parti pour faire le même essai dans une banque marocaine. Et comme la banque était mieux structurée, au niveau de la direction des ressources humaines, on m'a viré. Je ne suis pas arrivé au président. Et
j'ai essayé avec une société qui s'appelle Procter & Gamble, leader mondial de la lessive et des couches bébés et du marketing. Et j'ai passé les entretiens et je suis arrivé chez le directeur général qui m'a dit « C'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous avoir avec nous. Vous allez intégrer en tant que stagiaire et à la fin de votre stage, nous allons décider si on doit vous recruter ou vous virer. » J'ai passé 1 an de stage, tout en faisant mes études en 4e année d'ISCAE. Et à la fin du stage, on a dû me faire une évaluation. Et cette évaluation était une évaluation qui consistait à ce que 3 de mes boss avec qui j'ai travaillé décident si je devais être recruté ou viré. La décision qui est tombée, à votre avis, c'est quoi? Recruté. Recruté? Recruté. J'ai été viré. C'est vrai, j'ai été viré. Et ensuite, quand j'ai été viré, j'ai dit, je veux comprendre pour quelle raison j'ai été viré. On m'a dit, voilà, tu as fait ceci bien, tu as bien réalisé cela, ce projet, et tu as mal fait cela, et on considère que tu n'as pas les capacités analytiques, les capacités de leadership, etc. Et j'ai dit, messieurs, vous vous trompez, je conteste. Je considère que j'ai bien fait cela, et parmi les choses que vous me reprochez, je ne pouvais pas faire cela parce que j'étais en cours. Je vous ai dit au départ que ma priorité c'était mon diplôme et qu'en aucun cas je ne laisserai tomber mon diplôme pour le travail, et je suis quelqu'un qui gère bien ses priorités. Et en plus, mon boss qui était parti il y a 2-3 mois m'avait dit « Welcome aboard, tu vas être recruté. » Et donc si vous, Procter & Gamble, vous dites que vous avez des principes et des valeurs, je considère que vous devez me donner encore une chance en tant que collaborateur. Ils m'ont dit, attends, ils sont repartis faire un comité. Ils sont revenus et ils m'ont donné une chance supplémentaire en tant que salarié. Comme vous savez, je suis salarié avec une période d'essai et j'ai été recruté chez P&G à 21 ans pour commencer ma carrière. Dans le meilleur des départements, qui est le département marketing, et j'étais nommé assistant chef de produit sur un produit qui s'appelle TID. Et mon job consistait à développer TID, notamment les grands paquets de TID, dans les 800 souks que le Maroc connaît. Et là, c'était pour moi une grande expérience. Que d'abord connaître mon pays, où j'ai fait pratiquement les 200 plus grands souks du Maroc, et en même temps, une expérience où sur un projet, j'ai pu prouver ma capacité à être entrepreneur, à donner et à créer des résultats. Ensuite, je voulais la faire courte, ça a super bien marché, et j'étais le plus jeune expatrié marocain. À 25 ans, je suis parti en Arabie Saoudite pour gérer une région à peu près 200 millions de dollars de business, et qui était la plus grosse région commerciale de Procter & Gamble dans le monde. La région ouest, avec comme base Jeddah, et qui va de Jizan au sud de l'Arabie Saoudite jusqu'à Medina al-Munawwara et Tabouk au nord de l'Arabie Saoudite. J'en ai profité pour faire 2 fois le Hajj et 55 fois l'Umrah. Mais en 4 ans. En 4 ans.
Ensuite, 2 ans plus tard, ça a bien fonctionné pour moi chez Procter & Gamble. Et j'ai été nommé en tant que Business Development Manager pour P&G sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et mon job consistait à aller dans du white space, c'est-à-dire des pays où Procter & Gamble n'existait pas on ground, et de lancer les affaires de P&G. Et j'ai eu l'immense honneur de lancer les affaires de Procter & Gamble en Palestine, où j'ai recruté 110 Palestiniens avec un distributeur là-bas. On a acheté 80 camions et on a commencé à vendre du Ariel et du Pantene. Et c'était pour moi une expérience mémorable. Un jour, je reçois un appel d'un chasseur de tête, une entreprise de ressources humaines. Et on me dit, il y a une société espagnole qui s'appelle Telefónica qui va s'installer au Maroc et qui cherche un patron pour le pôle commercial de cet opérateur. Et à l'époque, en 2000, Procter & Gamble était considéré comme étant de old economy. Et de new economy, c'était les eBay, c'était les Amazon.com, c'était les Google, c'était les... C'était même pas encore Google. C'était Xerox à l'époque, Yahoo, c'était bien sûr Microsoft. C'était l'époque de Microsoft, où l'action de Microsoft augmentait de 3% tous les jours. Cisco. J'ai dit, ok, why not? Et je suis rentré au Maroc avec mon épouse et on a décidé de nous installer au Maroc dans le cadre de notre vision pour faire notre vie au Maroc et fonder notre famille au Maroc avec nos enfants. Donc j'étais RME qui rentrait chez lui. On a lancé Meditel. Meditel a été un grand succès, une belle expérience. Que ce soit au niveau commercial, au niveau distribution, au niveau marketing, mais aussi au niveau financier, parce qu'il fallait lever à l'époque un prêt syndiqué de 1 milliard de dollars. Et donc, en tant que commercial, je devais vendre aux banques le business plan de Meditel pour lever 1 milliard de dollars à l'époque, sans garantie. C'était un prêt syndiqué qu'on appelle un project finance, sans garantie. 1 milliard de dollars sans garantie. Il fallait vendre le projet aux banques. Et puis à Meditel, j'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré le patron des cycles supérieurs de Harvard Business School et qui m'a dit, Monsef, pourquoi tu ne viendrais pas à Harvard faire un cycle exécutif? Et j'ai dit, why not? Il m'a dit, it will take you 14 weeks. J'ai dit, 14 weeks? Too much. J'ai dit, why not? Parce que ce qu'il faut savoir dans une organisation, c'est que nul n'est indispensable. On a l'impression que si on n'y va pas, tout va s'arrêter. Mais la réalité d'une entreprise, une entreprise qui réussit, c'est que nul n'est indispensable. Les actionnaires d'une entreprise qui réussit, donc vous, en tant qu'actionnaire, vous devez vous mettre en tête que votre entreprise à terme doit être une entreprise qui doit tourner avec ou sans vous. Et en allant à HBS, pendant 14 semaines, je fais un cycle exécutif et je suis revenu avec une idée incroyable. J'ai décidé de devenir entrepreneur. C'était en 2003. J'avais 33 ans. Et croyez-moi, j'étais expatrié, je gagnais beaucoup d'argent. En rentrant, j'ai négocié un beau contrat et je gagnais en tant que salarié, cadre dirigeant, vice-président, beaucoup d'argent. Très gros salaire, très gros bonus, stock options.
Et quitter le confort du salariat dans des conditions pareilles, c'est très compliqué. Et c'est là où il faut avoir le courage de le faire. Le premier conflit que j'ai dû affronter, c'est celui avec qui, à votre avis? Ma femme. Parce que j'ai ramené un agent immobilier pour vendre notre maison. Et il m'a dit, qui c'est ce mec? Je lui ai dit, c'est un agent immobilier. Pourquoi faire? On va vendre la maison. Mais t'es malade. Non, je suis pas malade. Elle est un golo. L'affaire Djibdar, au Dar ma l'affaire. Oui, mais tu ne peux pas mettre en péril la sécurité de ta famille, de tes enfants. Et c'est là où l'équation est très importante. C'est quoi le bon équilibre? Quand on est marié, qu'on a des enfants, qu'on a 33 ans, et le bon arbitrage, qui est celui de se lancer ou de rester dans le salariat, dans la sécurité. Et là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord de votre vision, de votre leadership, de votre expérience, de vos valeurs et de votre courage. Et ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Parce qu'en fonction, si votre conjoint ou conjointe a un revenu, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et quand on décide de se lancer, dites-vous que pendant 1 an, vous allez facturer 0. 0. Donc arrêtez de vous mentir sur Excel en faisant votre business plan. Parce que quand les chiffres ne sortent pas très bons, allez, on rajoute allez, 10 000 dirhams par là, 20 000 dirhams par là, et on essaie d'arranger les chiffres sur Excel. Ne vous mentez pas. Et quel que soit le projet que vous allez faire, mettez que pendant la première année, vous allez recouvrer 0 dirham. Et c'est vrai. Parce que quand on est entrepreneur, on a 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Willy, chouma. Et quand ça ne marche pas, il faut réessayer. J'ai raté plein de choses. J'ai réessayé. Le deuxième problème qu'on a quand on est entrepreneur, c'est quand ça marche. Parce que quel est le problème quand ça marche? C'est qu'on fait du chiffre d'affaires, on a des clients, l'entreprise grandit. Et quand l'entreprise grandit, on doit recruter, on a besoin de ressources, on a besoin d'argent. On doit payer la TVA avec le décalage. On a un système de TVA qui est complètement fou et qui fait que le système de la TVA au Maroc n'encourage pas du tout les entrepreneurs. Parce que la croissance de l'entreprise fait qu'avec le décalage, on doit financer aussi la TVA. Et enfin, la banque, quand vous allez la voir pour lui dire « Je suis en train de croître, waouh, j'ai réussi en tant qu'entrepreneur », elle dit « Tu n'as pas de garantie, entreprise trop jeune, tu n'as pas de bilan. Tu n'as pas d'historique, je ne connais pas, etc. » Et donc, quelle que soit l'issue, c'est compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après, quand ça marche, c'est génial, c'est extraordinaire. Une grosse satisfaction. Donc en 2003, je suis rentré, 2004, j'ai commencé à réfléchir, comme vous, à décider. Et en 2005, j'ai trouvé l'idée qui était celle d'aller chez Procter & Gamble, donc on ne va pas très loin. Et j'aurais dit, messieurs, vous me connaissez, j'ai travaillé pour vous 9 ans, vous connaissez mes valeurs. On a travaillé 9 ans. Vous êtes le seul pays de l'Afrique et du Moyen-Orient qui détenait directement votre distribution. Dans tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, vous avez des distributeurs indépendants. Alors qu'au Maroc, vous avez une société qui s'appelle Communiver. Et c'est vous qui êtes propriétaire de Communiver. Est-ce que ça ne vous dirait pas de la vendre? Et on m'a dit, c'est trop cher pour toi. Tu n'as pas les moyens.
Yak. Je lui ai dit, bah, faites-moi une offre. Parce que je vais aller chercher les financements. Et en cherchant les financements, et c'est là où il faut aussi avoir un peu de chance, dans mon travail à Méditerranée, dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur, un entrepreneur. Ce monsieur avait, à l'époque, donc en 2003, peut-être 42 ans, mon âge aujourd'hui. Il s'appelle Moulay Hafid Al-Alami. Moulay Hafid Al-Alami, à l'époque, avait des call centers. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, je me présente. Vous êtes pour moi un modèle d'entrepreneuriat. Et je voudrais que vous m'aidiez à racheter cette entreprise. Il m'a dit, j'ai besoin de 48 heures. Il m'a rappelé 48 heures plus tard, il m'a dit, on y va. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 48 heures, à votre avis? Il a demandé qui j'étais et est-ce que j'avais les valeurs pour s'associer avec. On est parti voir ensemble Procter & Gamble pour leur dire voilà le financier. Procter & Gamble était convaincu. Ils ont fait leur réflexion. Et à votre avis, quelle était la réponse? Recalé. On ne veut pas vendre. Donc, je devais réfléchir à une autre idée. 3 mois plus tard, Procter & Gamble m'appelle et me dit « T'es toujours intéressé par la distribution ?» Oui. Nous avons un petit distributeur qui s'appelle Dislog, rural, et dont l'un des actionnaires vient d'être nommé par Sa Majesté le Roi gouverneur, et il a envie de vendre. Est-ce que tu aimerais acheter ces actions? Je dis très bien. Je rencontre ce monsieur, adorable, gentil, d'une grande moralité et d'une grande valeur. Et on s'est mis d'accord. Et là, il fallait le financement bancaire. Je vais voir la banque. Et là, la banque, en contrepartie des garanties des actions, le bilan de la société qui avait 2 ans, a décidé de m'accompagner. Et j'ai racheté cette petite société. Et petit à petit, cette société a grandi. Et aujourd'hui, le groupe est un groupe qui, entre 2005 et 2012, arrive à une quinzaine de structures avec près de 600 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2012 et à peu près, on projette sur 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires en 2013. Alors, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que je crois en ce que vous faites. Et je suis fier de la décision que vous avez prise. En format normal, et aussi il y aura un blog tenu par les responsables, enfin des professionnels du domaine, pour tenir conseil à notre clientèle pour leur aider à mieux utiliser leurs produits. Donc on a besoin de collaborer avec le maximum de marques possibles pour ici Denver. Salam alaikum, Hicham Abdelkaoui, CEO d'une start-up appelée Lalad. Alors, Dealverse, qui veut dire Deal Inverse, c'est une application web et mobile qui vous permet de payer moins cher les produits que vous aimez. Plus vous amenez de personnes des réseaux sociaux, vos amis vous invitent à acheter un produit, plus le prix baisse et plus vous gagnez de points que vous pouvez utiliser plus tard pour faire encore baisser le prix. Alors, on a besoin de designers, développeurs et de marketeurs. Votez pour le numéro 9. Moudou Badian, de nationalité sénégalaise. Alors j'ai eu mon master en réseau et système. Alors le problème que j'ai constaté moi, et que tout le monde a constaté, c'est que dans les mosquées marocaines, pendant l'heure de la prière, il y a des portables qui sonnent. Et ça pose problème.
Moi, je veux créer un appareil qui permet de détecter ces portables-là et de les mettre en mode silence, mais en mode veille. Donc, comme ça, on va résoudre ce problème-là pour de bon. Alors, là, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin des électroniciens également. Ce projet s'appelle DPM, comme détecteur de portable pour mosquée. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là, votez pour DPM. Je vous remercie. Je me présente Anouel Basrel. Comme vous savez tous que la plupart des coopératives des artisans marocains rencontrent des problèmes de la commercialisation de leurs produits. Alors notre plateforme elle leur propose un ensemble de services pour renforcer leur performance commerciale. Elle leur permet de vendre sur les meilleurs sites e-commerce. Elle leur met en contact avec les importateurs internationaux et les organisateurs des foires internationales, etc. Nous proposons aussi une application mobile pour détecter l'ensemble des artisans marocains avec leurs produits. Chers amis entrepreneurs, tous les artisans marocains vous invitent à voter pour notre projet pour promouvoir nos produits terroirs dans le monde entier. Et je vous remercie infiniment. Bon, je profite de 2 minutes pour... je vous souhaite la bienvenue à Marrakech. Et